Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kherout, le podcast en français du Centre Begin de Jérusalem. Israël est en guerre avec l'Iran, allié aux États-Unis depuis maintenant, il me semble, 12 jours. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Lursa qui nous livrera ses analyses sur cette situation. Bonjour Pierre Lursa. Bonjour. Je rappelle que vous êtes essayiste et que vous êtes auteur, vous avez publié plusieurs livres, dont le dernier, Jusqu'à la victoire, la plus longue guerre d'Israël. C'est bien le titre. Tout à fait. Et que vous avez aussi traduit plusieurs écrits de Zeev Jabotinsky, dont on parlera peut-être aujourd'hui. Pour la petite histoire, l'alerte qu'on a subie hier matin à Jérusalem, Pierre et moi l'avons passée dans le même miklat, Rehov HaPalmach à Jérusalem. C'est un hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés là-bas, mais ce podcast était programmé déjà auparavant. Et pour commencer, une question générale. Pierre Lursa, quel regard portez-vous sur cette guerre, qui est la première guerre, on peut le dire, qu'Israël mène conjointement et de manière peut-être aussi proche, avec une telle proximité avec les États-Unis contre un ennemi commun. Quel regard portez-vous sur cette guerre, en particulier aussi par rapport à tout ce qu'Israël et la région passent depuis le 7 octobre? Oui. Alors, je dirais que, en résumé, je dirais que c'est à la fois la suite de ce que nous vivons depuis le 7 octobre. On peut dire que c'est le deuxième round de la première opération contre l'Iran au mois de juin dernier. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle en hébreu une aliyat madrega. Il y a un nouvel échelon qui a été franchi, une nouvelle étape qui a été franchie, effectivement, comme vous le dites, à la fois par la collaboration, la coopération très étroite entre Israël et les États-Unis. Et aussi, je dirais peut-être par l'espèce de... on pourrait dire que Israël est entré dans une nouvelle phase qu'on pourrait définir comme euh, euh, Israël devient une puissance militaire, une puissance régionale, une puissance, certains disent même, alors on a entendu ces derniers jours les deux meilleures armées de l'ère du monde, celle d'Israël, celle des États-Unis, toutes sortes d'expressions comme ça qui ne font que rendre de manière un petit peu incomplète l'impression que beaucoup de gens ont en Israël, je dirais peut-être la majorité du peuple d'Israël, sans qu'il y ait de sondage sur le sujet, c'est que finalement, on voit bien qu'on est en train de vivre des événements assez incroyables. Et qui est-ce qui aurait pu imaginer il y a seulement 2 ans, ou le matin du 7 octobre, qu'on en arriverait là en si peu de temps, et que finalement, je dirais, l'empire du mal, la tête de la pieuvre, comme on dit en hébreu, ou la tête de l'empire du mal, l'Iran, qu'on avait tellement quelque part, on avait érigé de lui une image un peu fantasmatique, et un petit peu comme d'ailleurs un islamologue français a fait la comparaison avec l'URSS. Gilles Kepel a dit si le régime iranien tombe, ça sera comme la chute du mur ça sera comme la chute de l'URSS. Et on sait que Israël et les Juifs ont aussi joué un rôle dans la chute de l'URSS, mais si on arrive à faire tomber le régime iranien, effectivement, ça sera un événement considérable qui va transformer la face du monde entier, hein, en n'ayant pas peur de dire les mots. Et dans cet événement faramineux, eh bien, Israël a un rôle de premier plan. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à encore quelques années ou même quelques mois, enfin, jusqu'au 7 octobre, on peut dire que Israël se laissait guider par les événements et se laissait guider notamment par les attaques de nos ennemis. On était toujours sur une posture défensive et réactive. Et aujourd'hui, on est devenu c'est nous qui prenons les devants. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un changement, j'estime qu'il y a un changement tout à fait considérable. Alors, c'est vrai il me semble que c'est la première fois qu'Israël s'engage dans une guerre dans une volonté de recomposition totale de la géopolitique de la région. C'est la première fois qu'Israël, ouvertement, ça apparaît dans les objectifs de guerre d'Israël, la chute du régime. C'est pas forcément le cas du côté américain où les déclarations peuvent être parfois contradictoires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vous pensez que la détermination côté israélien et américain ira jusqu'au bout? Voilà. J'en ai l'espoir, en tout cas, très fort. Et évidemment, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On peut pas, l'alliance avec les États-Unis, on ne peut pas s'y fier de manière totale et aveugle. Et je crois que d'ailleurs, le Premier ministre et le gouvernement israélien ne se fient pas aveuglément à l'alliance avec les États-Unis. Et je dirais que dans le couple Israël-États-Unis, dans le couple Donald Trump-Netanyahou,
je pense vraiment que c'est Netanyahou quelque part, qui mène, qui est lui c'est lui qui est l'instigateur. On sait que lui, ça fait 30 ans qu'il martèle qu'il faut en finir avec la menace nucléaire iranienne. On va peut-être y revenir. Et alors que chez Donald Trump, c'est un sujet relativement nouveau. Et Donald Trump, qu'on considérait encore récemment comme un isolationniste, est devenu par la force des choses un interventionniste. Donc il y a eu à part un renversement de politique étrangère américaine de ce point de vue-là. Et on sait bien que c'est grâce à Israël. Donc de ce point de vue-là, je pense que j'espère en tout cas que Trump va pas s'arrêter à mi-chemin, mais déjà tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est déjà considérable. Et puis par ailleurs, le changement de régime qui est l'objectif final, en tout cas en ce qui concerne Israël, ça dépend finalement du peuple iranien lui-même. Donc ça dépend pas de nous. Vous dites que c'est un sujet nouveau pour Trump, mais il s'était quand même impliqué dans ce sujet lors de son premier mandat en sortant de l'accord nucléaire qui avait été conclu entre l'Iran et les puissances occidentales. Oui, oui, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Je pense que déjà à cette époque, on peut dire que Netanyahou avait réussi à convaincre Trump qu'il y avait un sujet très, 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 très brûlant. Mais ce qui est nouveau à mon sens depuis quelques semaines et depuis quelques mois, c'est que les États-Unis finalement ont compris qu'on avait besoin d'une application militaire. Donc il y a eu, là aussi, il y a un changement de paradigme. C'est pas seulement par la diplomatie qu'on peut venir à bout de la menace iranienne. Qu'est-ce que vous direz du rôle relativement minime que joue l'Europe dans ce conflit qui est réduite au rôle de spectateur selon certains analystes? Oui, c'est assez affligeant de voir l'Europe devenir de moins en moins. Je dirais pas, c'est pas tant le fait qu'elle joue un rôle de plus en plus minime, mais c'est surtout l'hésitation même, par exemple, de Londres à laisser les États-Unis utiliser ces bases militaires, ou l'attitude de la France, mais là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise. On voit bien que l'Europe n'est plus dans le camp incarné par l'alliance Israël et États-Unis. L'Europe est dans un autre camp. Et une question, encore une petite question, mais de politique plutôt intérieure en Israël, auquel je viens de penser. Pendant des années, Naftali Bennett avait prôné parlé du fait qu'il fallait, face à l'attitude de l'Iran et de ses proxys, qu'il fallait non plus s'attaquer aux proxys, mais directement s'attaquer à la tête du serpent ou de chacun sa parabole. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, c'est une analyse qui m'est venue au cours de cette guerre, c'est que peut-être que l'attitude d'Israël envers ce phénomène devait être inverse. Et c'est en fait ce qu'on a vu un petit peu au cours de cette guerre, c'est que avant même que les proxys de l'Iran aient été anéantis, on s'est attaqué directement à la tête du serpent, parce qu'en fait, tant que la tête est encore vivante, alors les proxys sont encore alimentés. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, je pense que dans la stratégie du gouvernement israélien aujourd'hui, il y a à la fois le fait de séparer les fronts et aussi effectivement je dirais, il y a plus de limite dans la capacité d'Israël de riposter. On n'a plus peur. Et à mon avis, c'est le changement fondamental de l'après 7 octobre, c'est qu'Israël n'a plus peur de ses ennemis. Rappelons-nous qu'il y a quand même, il y a seulement 3 ans, on avait peur du Hamas, on avait peur de riposter au tir du Hamas. Et le matin même du 7 octobre, les plus hauts échelons de Tsahal se demandaient, ils ont employé le terme miscalculatia, est-ce qu'on n'allait pas faire laisser penser au Hamas qu'on allait attaquer. On avait vraiment peur d'attaquer le Hamas, même quand lui-même nous attaquait. Et on voit bien qu'on est sorti de ce paradigme, on est sorti de cette espèce d'incroyable timidité d'Israël face à ses ennemis. Et aujourd'hui, on est dans une phase nouvelle qui à mon sens, est irréversible. Israël a franchi est entré dans une nouvelle phase de son histoire, on pourrait dire. Oui, est-ce que d'après vous, Israël maintiendra cette ligne au cours des années, espérons même des décennies à venir, ou est-ce qu'on retombera dans cette dissuasion, quoi, qu'Israël est dissuadé par ses voisins, même si ce sont que des groupes terroristes. On rappelle qu'avant la guerre, ou avant le 7 octobre,
Israël avait même peur de démanteler une tente du Hezbollah qui était dans le territoire israélien. Absolument, c'est aussi un exemple très très frappant de cette espèce d'attitude très craintive dans laquelle Israël s'était enfermé. Je pense que le changement est irréversible parce que c'est pas seulement un changement de politique, c'est un changement profond de la société israélienne. Et finalement, c'est ce qu'on appelait parfois Dor HaNitzachon, la génération de la victoire. Ça traduit un changement à mes yeux qui est irréversible dans la façon dont Israël se conçoit lui-même. C'est-à-dire que un petit peu comme dans l'histoire de la Bible, les explorateurs, on ne se regarde plus comme des sauterelles, on a conscience qu'on est Israël, le peuple qui se bat au nom de Dieu et qui se bat contre des ennemis qui incarnent le mal absolu. Donc de ce point de vue-là, il y a un changement très profond à mon sens sur lequel on ne reviendra pas. Alors, vous parlez de la Bible, ça nous amène à la question suivante. Dans un article publié, il me semble, hier, vous avez fait un reproche aux géopolitologues de ne parler que de géopolitique et de ne pas reconnaître l'aspect métahistorique de ce que vit Israël dans cette guerre et de ce que vit Israël depuis le 7 octobre. Est-ce que vous voyez dans ce que vit Israël un scénario biblique? Oui, ça fait longtemps par exemple, le Rav Uri Cherki avait dit, nous sommes, le 7 octobre, c'est un événement biblique en pleine modernité. Je crois qu'il a traduit le Il dit sentiment. ça de la création même de l'État d'Israël, de toute l'épopée d'Israël depuis sa création. Oui, mais depuis le 7 octobre, c'est devenu assez évident Oui, oui. pour l'Israélien moyen. C'est peut-être ça le grand changement. C'est-à-dire que, effectivement, le sionisme religieux a toujours interprété les événements de l'histoire contemporaine d'Israël comme s'inscrivant dans la continuité de la biblique et de l'histoire d'Israël depuis la Bible. Mais aujourd'hui, c'est frappant pour tout le monde. Tout le monde se rend compte que les événements que nous vivons, ils s'inscrivent dans un théâtre qui n'est pas seulement celui de la géopolitique. Et c'est mon reproche envers mon ami Alexandre Delval et les autres géopoliticiens, c'est que finalement, ils ont une vision un petit peu réductrice de ce que nous, en Israël, nous percevons vraiment comme des événements qui ont une portée qui va au-delà de la politique, et je dis même au-delà de l'histoire dans son acception traditionnelle. C'est pas, l'histoire, c'est pas un théâtre de fous, comme avait dit Shakespeare. Il y a un sens à l'histoire, et nous, en Israël, nous le percevons très bien depuis le 7 octobre. Après l'espèce de ce que j'ai appelé le grand Chilul Hashem du 7 octobre, la profanation du nom divin. Aujourd'hui, on est dans le Kiddush Hashem, on est dans la glorification du nom de Dieu. Et c'est aussi le témoignage de nos soldats et aussi des otages qui reviennent de Gaza. Ils ont tous le nom divin à la bouche. C'est pas par hasard. Israël tout entier se rend compte qu'on est en train de vivre un épisode de notre histoire qui ne peut pas être décrit par les outils classiques de la géopolitique ou même de l'histoire universelle. Alors justement, qu'est-ce qu'apporte cette vision métahistorique à la lecture de ces événements? Eh bien, elle nous permet de prendre la conscience, de prendre la dimension de ce que nous vivons. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai que quand on écoute certains médias en Israël, c'est pas seulement une question de clivage politique, c'est une question, je dirais, le journaliste lui-même dans son travail quotidien, il perd de vue la hauteur qu'il nous faut pour juger les événements. Et par exemple, la chute de Khamenei. Quand on lit certains journaux, quand on écoute certaines radios en Israël, on a l'impression qu'on est redevenu le peuple d'Israël dans le désert qui s'est tellement habitué à la manne qu'il ne se rend même pas compte de la dimension miraculeuse. Et les événements qu'on vit depuis le 7 octobre, et depuis qu'Israël a repris l'offensive contre ses ennemis, il y a une dimension miraculeuse dont chaque Israélien est conscient, mais parfois on a quand même conscience à oublier. Et c'est ça que j'appelle la méta-histoire, finalement, c'est-à-dire le fait que on sait bien que le destin d'Israël ne relève pas de l'histoire normale des nations, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas En Mazal Israël, il y a pas on n'est pas soumis au déterminisme astrologique, voilà, mais on rentre dans un sujet tout à fait différent. Mais voilà, pour dire les choses très simplement, on sent bien aujourd'hui que le destin d'Israël est guidé par autre chose comme dans l'histoire de la Megillah de Purim qu'on a lu tout récemment, et c'est pas un hasard si cette guerre a commencé en même temps que Purim. Hein. Et je pense que tout Israélien en est conscient, hein, quelle que soit d'ailleurs sa pratique religieuse ou sa vision religieuse du monde. Mais il y a quelque chose qui devient tellement évident que, comme on dit dans le Midrash, au moment de la sortie d'Égypte, la dernière des servantes l'a vu aussi bien que le prophète Ézéchiel. Et là, c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, après le 7 octobre, dans une conférence que vous aviez donnée dans le cadre du Centre Begin en Zoom,
que vous aviez intitulé Dôme d'acier au mur de fer, vous déploriez que pendant des années, voire des décennies, Israël avait abandonné la doctrine de Zeev Jabotinsky, qu'il avait présenté dans son article de 1923 intitulé Le mur de fer. Donc Israël avait abandonné cette doctrine pour se cacher derrière donc le dôme de fer, qui était une doctrine défensive, selon laquelle la seule vocation de l'armée d'Israël était de protéger les citoyens, mais non plus de s'en prendre directement aux ennemis. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a, des questions qu'on a abordées au début de cette discussion. Mais comment vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'Israël renoue avec la doctrine de Zeev Jabotinsky? Oui, je pense que Parce qu'il faut finalement, dire que dans le texte de Zeev Jabotinsky, c'est vrai que l'appellation mur de fer peut avoir une connotation défensive, mais dans son esprit, dans le texte, c'est clairement offensif. absolument. Il y a peut-être une confusion à la fois sémantique et plus profonde sur ce que ça veut dire la capacité de dissuasion. Et c'est vrai que depuis longtemps, j'analyse l'érosion progressive de la capacité de dissuasion d'Israël. Et d'ailleurs, même dans le contexte de la guerre contre l'Iran, ça fait très longtemps que j'ai remarqué que autant Netanyahou, parce que c'est quand même lui aussi l'héritier de Jabotinsky sur le plan idéologique, eh bien, autant il a cette constance dans la dénonciation de l'Iran et du péril iranien depuis 30 ans maintenant, et autant face au Hamas à Gaza, il s'est montré frileux comme l'ensemble de l'establishment politico et militaire israélien. Et effectivement, au Hamas, on a vu que le mur de fer ne voulait plus rien dire parce que on a cru que le dôme d'acier, c'était l'incarnation du mur de fer. On a cru que Kippat Barzel, c'était le Kira Barzel, alors que finalement, c'en était le contraire. Et on Et a érigé littéralement un mur entre Gaza et nous, pensant que ça absolument. nous protégerait. Alors que on sait bien depuis la Bible, et Jabotinsky de ce point de vue-là s'inscrit aussi dans la continuité de la Bible, que celui qui érige des murs, c'est celui qui se sent faible, c'est celui qui a un sentiment de faiblesse. Et la force véritable d'Israël, ce n'est pas d'ériger des murs autour de nous, c'est d'ériger un mur symbolique. Voilà. Et le mur de fer de Jabotinsky, c'est un mur symbolique. Ça veut dire on est tellement puissant que plus personne ne viendra oser se mesurer à nous. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, on n'y est pas encore, évidemment, puisque l'Iran, même atteint à sa tête, même décapité, continue de nous tirer dessus. Le Hezbollah également. Le Hamas aussi, il n'attend qu'une occasion pour réattaquer. Donc, on voit bien que, et c'est un petit peu la dimension métaphysique aussi du conflit, c'est qu'on est face à des ennemis qui n'ont pas un comportement rationnel et qui sont prêts à se battre jusqu'à la dernière cartouche et jusqu'à quitte à mettre en danger leur propre population, tout ce qu'on connaît depuis très longtemps. Mais face à cela, je dirais que la capacité dissuasive, et à mon sens, c'est peut-être la signification nouvelle du concept du mur de fer depuis le 7 octobre, c'est qu'on comprend que la force militaire seule ne suffit pas. Et ça, Jabotinsky lui-même l'avait très bien compris à son époque, donc bien avant 48, avant Tsahal, c'est que finalement, la force militaire doit se douter de se doubler de la force de l'esprit. Hein. Et il avait dit d'ailleurs dans un article que j'ai récemment traduit, où il disait finalement, la vision traditionnelle de la force dans le judaïsme, on dit lo Lo bekochi, b'chayil velo b'choach. voilà, l'Obecha et l'Obecha et la Beruchi. Donc, c'est l'esprit qui prédomine. Et Jabotinsky critique cette vision traditionnelle juive en disant il faut aussi la force physique, mais il ne faut pas non plus oublier la force de l'esprit. Et c'est un peu ce qu'on est en train de redécouvrir depuis le 7 octobre c'est que les deux dimensions sont inséparables. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, on est en train de revenir à la vision originale, la vision authentique du mur de fer de Jabotinsky. Pour revenir un instant à la question de la méta-histoire, est-ce que vous pensez que Netanyahou et peut-être Trump sont conscients de cette dimension? Et est-ce qu'ils sont conscients, vous l'avez abordé donc dans votre dernier article, de cette guerre du bien contre le mal? Est-ce que c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses? Pour Netanyahou, c'est clair, il l'a dit au Congrès, il l'a dit au Congrès américain, il l'a dit à plusieurs reprises. Mais bon, beaucoup interprètent les intentions de Trump comme étant comment dire, des chikoulim politiques et de politique intérieure, etc. Mais là, on voit qu'au contraire, il s'est complètement extrait de ce qu'il avait promis dans sa campagne, etc. Et qu'il essaye justement d'expliquer aux Américains pourquoi cette guerre est importante. Donc, comment est-ce que vous Oui, voyez ça?
Oui, oui, je pense effectivement que on peut pas comprendre l'attitude de Donald Trump si on se contente de le voir comme quelqu'un qui veut faire des deals, qui veut. Il y a cette vision caricaturale de Donald Trump. Là aussi, les géopoliticiens, par exemple, quand Frédéric Ancel parle de mercantilisme à propos de Trump, eh bien, on ne peut pas du tout, avec ces lunettes-là, comprendre comment Trump a été amené à faire cette guerre aux côtés d'Israël. Et c'est évident que Donald Trump partage avec Netanyahou cette vision morale et que chez eux, chez l'un comme chez l'autre, les critères moraux et donc ce qu'ils appellent la guerre contre l'empire du mal, contre l'axe du mal, c'est ça le principal facteur de leur politique et de cette guerre à leurs yeux. C'est pas du tout. Alors évidemment, Donald Trump est obligé de tenir compte de la hausse des prix du pétrole, de l'économie américaine, bien entendu, comme Netanyahou d'ailleurs est aussi obligé de tenir compte des contraintes matérielles. Et quelque part, c'est un petit peu d'ailleurs l'arme ultime de l'Iran, c'est de jouer sur cette usure et de jouer sur ses conséquences économiques. Mais malgré tout, je pense que chez les deux dirigeants israéliens comme américains, la dimension morale, c'est celle qui est en haut de leurs préoccupations. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Et c'est d'ailleurs peut-être le secret de cette nouvelle alliance israélo-américaine qui n'a jamais été aussi étroite qu'aujourd'hui. C'est précisément parce qu'ils partagent tous les deux cette vision du monde dans laquelle la dimension, on pourrait dire morale, mais aussi religieuse, quelque part, est prédominante. Alors justement, après avoir parlé de l'alliance américano-israélienne, après avoir reproché pendant de longues années à Netanyahou de mal gérer les relations avec les Américains, aujourd'hui, certains disent que Netanyahou fait d'Israël un valet des Américains. Qu'est-ce que vous pensez de Oui, ça? j'ai lu cette expression dans le journal Haaretz notamment. Effectivement, les contempteurs de Netanyahou passent toujours d'un extrême à l'autre ou d'un reproche à son contraire. Ils ne craignent pas la contradiction. Je pense que euh, Netanyahou, et de ce point de vue-là, c'est son histoire familiale qui l'explique, et c'est aussi l'histoire du mouvement révisionniste. C'est finalement, si l'alliance israélo-américaine est aujourd'hui plus profonde que jamais, c'est à la fois parce que Netanyahou connaît très bien les États-Unis, c'est aussi, pour dire les choses très rapidement, parce que son père, Ben-Sion Netanyahou, était lui-même était parti aux États-Unis en 1940 pour créer l'embryon du lobby sioniste américain, et en se basant toujours sur un équilibre entre les deux grands partis, donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est aussi, si on remonte encore plus loin, parce qu'il y a Vous pouvez élargir ce sujet parce que c'était Ben-Sion Netanyahou, donc d'après ce que dit Benjamin Netanyahou dans certains de ses discours, c'est Ben-Sion Netanyahou qui a compris que la prochaine puissance mondiale après l'Empire britannique, ça serait les États-Unis, et qui aurait lui-même attiré Jabotinsky aux États-Unis, et c'est pour ça d'ailleurs que Jabotinsky est décédé à New York. Il aurait attiré Jabotinsky aux États-Unis en lui expliquant que c'était là qu'allait se jouer l'avenir du monde. Oui, alors oui, c'était un point très intéressant. Effectivement, c'est le grand changement pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand le centre de gravité du monde se déplace de l'autre côté de l'Atlantique. Et finalement, effectivement, je dirais un petit peu comme Jabotinsky avait eu l'intuition pendant la Première Guerre mondiale que que le démantèlement de l'Empire ottoman allait profiter au mouvement sioniste, eh bien, Ben-Sion L'un Netanyahou, des qui premiers à avoir vu qu'il fallait miser sur les Britanniques. voilà, et Benzion Netanyahou, dans la lignée de Jabotinsky, a lui aussi a compris, lui aussi, a eu cette intuition que il fallait que c'était les États-Unis qui allaient devenir l'acteur de premier plan. Et donc, effectivement, il y a eu ce que j'appelais le tropisme américain du mouvement sioniste de droite, révisionniste, qui remonte effectivement à cette époque de Jabotinsky et de Benzion Netanyahou, et qui permet de comprendre aussi l'attitude la constance avec laquelle Benjamin Netanyahou dénonce le péril iranien depuis 30 ans. Ça aussi, c'est quelque part ancré dans son histoire familiale. Il faut relire un peu les écrits de son père, et notamment son grand livre sur Don Yitzhak Abravanel, où Benzion Netanyahou dit le rôle d'un dirigeant juif, c'est de protéger le peuple juif contre ses ennemis irréductibles. Et, et on voit bien que chez lui, c'est ça il y a aussi un reproche d'ailleurs que fait Ben-Sion Netanyahou aux dirigeants juifs américains pendant la Shoah de ne pas avoir été à la hauteur des événements. Et donc on voit bien que cette idée fixe ou cette constance de Netanyahou, le fils,
elle vient de son père. Et là aussi, là, il y a un héritage familial et il y a aussi un héritage politique et un héritage familial à la fois. Vous apportez à ce sujet-là, dans un de vos derniers articles, une citation donc, de Benzion Netanyahou selon laquelle la Shoah, ou en tout cas la volonté d'exterminer Israël, n'est pas terminée, ne s'est pas arrêtée en 45. Oui, ça aussi, je crois. Il me semble que Netanyahou, le fils, lui-même l'a déjà cité dans un de ses discours, c'est-à-dire que finalement, cette conscience que ce que la tradition juive connaît très bien, c'est que à chaque génération, un ennemi se lève pour nous anéantir. Et donc, traduit dans des termes concrets, dans des termes géopolitiques, ça veut dire finalement, même après la Shoah, le risque n'est pas écarté. Et même après 48, même si on a une armée, eh bien, on a encore des ennemis qui sont capables de vouloir nous anéantir. Et ça permet de comprendre effectivement ce que certains appellent parfois de manière péjorative l'obsession iranienne de Netanyahou, qui est à la fois tout à fait fondée dans la réalité objective et qui aussi renvoie à ce passé, à cette histoire du sionisme révisionniste. Alors, nous sommes au centre Begin et pour terminer, on va aborder aussi quelques questions en rapport avec Begin. Pendant toutes ces années dans l'opposition et après même quand il était au pouvoir, Menachem Begin prônait des guerres préventives. C'est ce qui l'a amené à lancer la première guerre du Liban. Et dans une analyse du général de réserve Yaakov Amidror, il y a un texte qu'il a rédigé pour un livre justement un recueil de textes de Menachem Begin sur la sécurité d'Israël. Le Yaakov Amidror explique que suite aux vagues de protestation contre la guerre du Liban, justement, qui ont eu lieu en Israël, Israël a pendant de longues années abandonné cet outil de la guerre préventive et ça nous a mené au 7 octobre. Et il s'avère aujourd'hui que cet outil est vital pour Israël et c'est l'outil qu'Israël aujourd'hui utilise contre l'Iran. Donc, qu'est-ce que vous disiez de ce sujet donc de la guerre préventive qui est en Occident, justement, on reproche à Israël de mener des guerres préventives, alors qu'ils comprennent pas que les guerres préventives d'Israël sont en vérité des guerres de légitime défense. Bien sûr, il y a une grande hypocrisie de l'Occident, de l'Europe, de ce point de vue-là, mais effectivement, le rapprochement avec Menachem Begin, avec la première guerre du Liban, est très intéressant à plusieurs égards. Et c'est vrai que si on compare les deux époques, on voit bien que Menachem Begin avait cette notion de défendre Israël contre ses ennemis en portant la guerre sur le territoire de l'ennemi, et avait aussi quelque part au Liban cette volonté de remodeler la carte et de créer des alliances très originales avec les chrétiens libanais, la famille Gemayel, etc., etc. Toute cette histoire un petit peu oubliée dont on revit une espèce de remake positif aujourd'hui. Et peut-être je dirais la force de Netanyahou, si on compare les deux époques, c'est d'une part cette capacité de tenir la guerre dans la longueur, ce qui évidemment n'est pas du tout évident. Jusqu'avant le 7 octobre, les guerres d'Israël étaient courtes par la force des choses, et on sait bien que l'Iran a développé sa théorie de Par la la guerre. force des choses, mais c'était aussi la doctrine sécuritaire d'Israël, que les guerres doivent être le plus court possible. Oui, mais elle devait être courte parce qu'on n'avait pas la capacité à la fois économique et politique de tenir dans la durée. Et on sait bien que c'est l'Iran de Khomeini, à l'époque de Khomeini, juste après la révolution iranienne, l'ayatollah Khomeini avait développé la théorie de la guerre longue, il l'avait appliquée contre l'Irak, en envoyant des générations de jeunes Iraniens mourir face aux soldats irakiens qui étaient beaucoup mieux entraînés. Et les fameux Basiji qu'on voit aujourd'hui dans les rues de Téhéran. Et donc, face à cette notion de la guerre longue, eh ben, Israël n'a pas eu le choix. Et je dirais que ça montre un petit peu le changement d'époque par rapport donc à la première guerre du Liban à l'époque de Menachem Begin. Menachem Begin, quelque part, euh, toute sa volonté, toute la clairvoyance qu'il avait, se sont heurtés à cette réalité d'un Israël qui était encore économiquement qui n'avait pas la puissance économique qu'il a aujourd'hui. Il y avait aussi le pacifisme naissant, effectivement, comme le dit Yaakov Amidror dans son article, qui a été un obstacle sur lequel aussi s'est heurté Menachem Begin. Et aujourd'hui, la force d'Israël, finalement, c'est de triompher de tous ces obstacles et d'être capable de mener une guerre longue qui dure déjà depuis plus de 2 ans. Et je dirais que c'est la clé de notre survie face à l'Iran, finalement, et face à nos ennemis en général. C'est cette capacité de résilience et cette capacité de supporter une guerre aussi longue soit-elle, si nécessaire, sans devoir capituler, sans devoir lever le drapeau blanc comme Israël l'a fait trop souvent face au Hamas. Et ça rejoint bien sûr le titre de votre livre, donc La plus longue guerre d'Israël.
Le second aspect sur lequel notre actualité rejoint Menachem Begin, c'est ce qu'on appelle la doctrine Begin, ce qu'on appelle selon laquelle Israël, et elle porte le nom de Menachem Begin parce que c'est Begin le premier à l'avoir mise en place. Selon cette doctrine, Israël ne peut pas permettre à ses voisins, proches ou lointains, de se doter d'une arme de destruction massive. Elle a été donc appliquée par Menachem Begin. Elle a été aussi réappliquée, il faut le dire, par Ehud Olmert en 2007 lorsqu'il a fait bombarder une centrale nucléaire découverte par hasard en Syrie. Et elle est appliquée aujourd'hui face à l'Iran. Mais en fait, on voit qu'avec l'Iran, c'est beaucoup plus compliqué et que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, le retour, enfin la constance surtout de la doctrine Begin qui n'a jamais été abandonnée par Israël. Absolument. Et même c'est frappant en voyant les exemples que vous citez, de voir que finalement, c'est comme si on pourrait dire dans l'ADN de la droite israélienne, ces idées, la doctrine Begin reste vivante jusqu'à aujourd'hui. Et on pourrait dire que quelque part, en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses, c'est que finalement, on sait que l'apport de Jabotinsky au sionisme politique de Herzl, dont il était le disciple, c'est la dimension militaire qui était absente chez Herzl. Et donc, quelque part, c'est pas un hasard, à mon sens, si c'est la droite israélienne, à l'époque de Begin, même avec l'épisode que vous citiez sur Ehud Olmert, qui à l'époque était encore dans la droite israélienne, et Netanyahou aujourd'hui, je dirais que c'est pas un hasard si c'est des représentants du camp de la droite nationale, du sionisme de droite, qui, à chaque fois, ajoutent cette dimension militaire qui fait un petit peu défaut dans le sionisme travailliste, même si dans l'histoire militaire d'Israël, évidemment, il y a la Haganah, etc., etc. Mais voilà, sans entrer dans tout ce débat, mais quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas un hasard, à mon sens. Et effectivement, on est toujours dans la doctrine de Menachem Begin, avec en plus, je dirais, ce qui a été ajouté aujourd'hui depuis le 7 octobre, c'est-à-dire que Israël est devenu véritablement une puissance régionale et donc peut vraiment se permettre de faire ce que Menachem Begin avait voulu faire au sud Liban à l'époque, mais n'y était pas parvenu, c'est-à-dire de remodeler la carte de la région en abattant un après l'autre les différents proxies de l'Iran jusqu'à la chute espérée du régime de Téhéran. Et aujourd'hui, cette doctrine de Menachem Begin, elle est acceptée par toute la classe politique en Israël. Il n'y a plus de divergence sur ce point de vue-là. Eh bien, je dirais sur le plan des idées, La guerre actuelle est soutenue par toute la classe politique, juive en tout cas. oui, oui et non. C'est-à-dire que quand on écoute certains commentateurs ou quand on regarde certains journaux télévisés, malgré tout, on voit bien qu'il y a une espèce de réticence, une espèce de se dire finalement, on entend par exemple les arguments qu'on lit, par exemple, si vous lisez le journal Le Monde ou d'autres titres français qui nous disent la guerre de Netanyahou, elle a des visées politiques, voilà, il fait cette guerre pour se maintenir au pouvoir. Ces arguments-là, ils viennent de la gauche en Israël. Ils n'ont pas été inventés par les éditorialistes français. Donc, je dirais qu'il y a à la fois cette grande unité d'Israël, surtout contre l'Iran, évidemment, beaucoup plus qu'à Gaza, que dans la guerre contre le Hamas, et en même temps, les clivages subsistent et certains, malgré tout, refusent de voir cette réalité que Israël, depuis 7 octobre, s'est élevé est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Quelque part, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour l'opposition en Israël aujourd'hui, bien sûr. Bon. Pour terminer, notre podcast porte le nom de Kherut, la liberté, du nom du mouvement de Menachem Begin. On approche aussi de la fête de Pessah, qui est la fête de la liberté. Est-ce qu'on peut espérer à la liberté pour le peuple iranien d'ici Pessah? Eh bien, oui, j'ai entendu récemment quelqu'un en France dans une manifestation où on a le bonheur de voir des drapeaux iraniens qui côtoient des drapeaux israéliens. Quelqu'un disait l'an prochain à Jérusalem, l'an prochain à Téhéran. Oui, bien sûr, on espère que effectivement que le rêve de liberté que le peuple juif a donné à l'humanité va se traduire bientôt très concrètement pour le peuple iranien. Eh ben, on terminera sur cette note optimiste et positive. À très bientôt sur notre podcast.